Tashma, ça vous dit quelque chose? Non, ce n'est pas du sanskrit, c'est de l'araméen. Et c'est le nom d'une association qui va vous inviter à découvrir bien nos textes dans la tradition juive la plus pure, avec de jeunes universitaires formés on va dire, à la façon d'étudier ancestrale voilà, qu'on a toujours connue dans le judaïsme, et aussi, bien sûr, des universitaires talentueux. Je vous présente nos invités, Gabriel Abensour. Bonjour Gabriel. Bonjour Catherine. Et Cathy. Pardon. Bon, en même temps, et Naomi Benchibol. Bonjour Naomi. Bonjour. Salut, bienvenue. De la générosité, voilà, il y a des un petit talents jingle. et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, de la générosité, les talents et du cœur, ça vous va bien parce que toi, notamment, Gabriel Abensour, tu as décidé, il y a 3 ans, avec Bitya Rosen Goldberg, de fonder une association pour donner accès, j'imagine, à tous la possibilité d'étudier. Exactement, à tous et à toutes même. Bien sûr. C'était le but du Beit Midrash. Voilà. Alors, pourquoi avoir créé cette association? Parce que, franchement, des Beit Midrash, il y en a plein. Surtout en Israël, on peut étudier du matin au soir, du soir au matin. Alors oui, il y en a beaucoup en hébreu. En français, il y en a pas mal aussi, mais je trouvais que en fait, les 2 points qui à moi me manquaient, et c'est les choses qu'on essaie d'apporter à Tashma, c'est d'abord une étude donc, à tous et à toutes, une étude où il y a des intervenants hommes et femmes, où des étudiants donc des étudiants hommes et femmes aussi qui peuvent venir étudier ensemble, et une étude qui est liée à la fois, comme vous l'avez dit dans l'introduction, une approche traditionnelle et une approche universitaire. On allie beaucoup les deux avec une confrontation directe du texte. Et ça, je trouvais que ça manquait en français, à savoir la possibilité d'ouvrir un texte, de se réunir autour d'un texte, de tous les horizons possibles, peu importe notre identité, notre pratique personnelle au quotidien, etc., venir, ouvrir un texte, étudier ensemble. Ça, je trouvais que ça manquait en français à Jérusalem. Ok, alors Naomi Benchimol, on ne vous a pas présenté, mais vous êtes vous aussi universitaire. Vous êtes en train d'écrire une thèse, le concept du serment dans le Talmud, voilà, à Paris. Ouais. Mais, Entre Paris et Jérusalem, ouais. Voilà, vous faites les deux. Pourquoi vous avez rejoint cette association ? Parce que moi aussi, je viens du monde de la philo, du monde des études juives. Et en fait, j'ai été cantonnée ce à quoi les filles en fait, sont cantonnées quand elles s'intéressent à l'étude, c'est-à-dire à l'université, à Maïmonide, mes côtés philosophiques, à tout ce qui est littérature philosophique. Et en fait, quand je suis venue en Israël et que j'ai eu l'occasion de pouvoir étudier le Talmud, ça a été un peu une révélation. Et entre guillemets, on m'a caché des choses jusqu'ici. Et, avec qui vous avez étudié quand vous êtes arrivée ? Principalement au départ à l'université, en fait, bizarrement, cours d'introduction. Mais quand vous avez le Maïmonide aussi, quand vous l'avez découvert, c'était à l'université. Ça c'était à Paris, en hébreu, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de souci, parce que, entre guillemets, ça peut s'apprendre à l'université. Mais l'étude du Talmud, si vous voulez, c'est plus difficile et ça nécessite aussi ce côté chavruta, ce côté étude, confrontation, dialogue, travail sur texte, et donc il faut d'abord des compétences linguistiques aussi. Mais voilà, aussi la possibilité, en fait, tout simplement la possibilité qu'on vous offre de ce texte, tu peux le lire, tu peux l'étudier. Et après, tu peux aussi l'enseigner. Tu peux aussi l'enseigner. Alors, et donc, Gabriel, ça, Tashma, voilà, ça m'a... Ça vous a plu? Ah ouais. Bon, alors Gabriel, vous aussi, je ne vous ai pas présenté, mais vous êtes bien sûr universitaire. Vous êtes en train d'écrire une thèse à l'université de Jérusalem. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, il faut quand même préciser les choses. Très, on va dire, en lien avec le judaïsme d'Afrique du Nord. Exactement. Ma thèse, elle est sur le judaïsme séfarade des derniers siècles et sur la littérature rabbinique. Je pense que c'est un aspect qui est assez méconnu, c'est dommage, y compris parmi les séfarades eux-mêmes, parmi les familles séfarades. On grandit en ayant l'impression que les 3 derniers siècles n'ont produit que des rabbins ashkénazes, avec tout le respect qu'on leur doit. Or, il y a toute une littérature qui est un peu oubliée, d'Halacha, de pensée juive, de Moussar, de Kabbalah. Et ma thèse donc, s'intéresse à cette littérature-là. Pourquoi vous avez appelé votre cercle d'études, on peut dire ça comme ça, oui, on appelle ça le Beit Midrash. Beit Midrash, cercle d'études, Tashma. Ça veut dire quoi? Tashma, c'est donc 2 mots araméens, semi-araméen, semi-hébreu. On entend Tashma, viens et écoute. En fait, c'est un mot-clé dans la Gemara qui appelle à l'étude. Lorsqu'on dit Tashma, en général, ce qui suit juste après ce mot-là dans la Gemara, c'est un enseignement. Et donc, l'idée, c'était d'appeler les gens. On se réunit tous ensemble et on dit Tashma, venons et étudions ensemble. Comment vous êtes perçu dans les cercles d'études à Jérusalem, par exemple, puisque vous faites de l'étude mixte? Alors, j'avoue que je ne sais pas. Moi, je vis dans un monde très israélien. Ce que je fais ressemble à beaucoup de Beit Midrash qui existent en hébreu. Et donc, c'est un peu mon monde d'inspiration dans le monde religieux sioniste, religieux ouvert. Ça ne manque pas, les Beit Midrash mixtes.
le monde francophone, on a des gens de tous les styles qui viennent, mais on va dire le point commun à tous ces gens-là, c'est l'envie d'étudier le texte directement, d'une façon, de se poser des questions sur le texte directement. Et donc, par conséquent, je pense que les gens qui s'intéressent viennent, les gens qui s'intéressent moins, on est heureux pour eux qu'ils trouvent d'autres lieux d'études qui leur correspondent. Alors Naomi, vous êtes intervenante dans ce cercle d'études. Comment ça se déroule, par exemple, un cours, une réunion, je ne sais pas comment vous voulez. Alors, tout ce que vous voyez le cours magistral typique qu'on a à la fac, le prof qui parle, tout le monde se tait. Il n'y en a pas. C'est le contraire. Vous prenez, c'est assez dirigé. Ouais. Dans le sens où il y a les textes, il y a un ordre, on propose il y a une introduction, on introduit les textes, le sujet, la problématique. Donc l'intervenant, vous par exemple, quand c'est votre tour, j'introduis. J'introduis ma séance. Je vous introduis une problématique, un problème, un concept, quoi que ce soit. Ensuite, il y a une chavruta sur un ou plusieurs textes. Chavruta, c'est-à-dire que... Études dirigées. Les élèves sortent de la classe, on va au Beth Midrash, que vous voyez en photo juste derrière. Ouais. On va au Beth Midrash qui est ouvert tout le temps. Les élèves s'assoient en binôme. Si on n'est pas obligé de venir à deux, si quelqu'un vient seul, on lui apparie quelqu'un pour qu'il étudie en binôme avec lui. Et voilà, du coup, ils sont là-bas pour 40 minutes, 50 minutes, ça dépend. Et des gens qui ont un background ou même des gens qui n'ont jamais on traduit. En fait, tous les textes, c'est votre force, notre marque de fabrique, si vous voulez, c'est que tous les textes sont traduits en français, etc. Si jamais il y a besoin d'indications critiques pour comprendre le mot, alors on va le mettre à côté. Et puis de toute façon, on passe entre les couples. Comment ça se passe. C'est une chavruta dirigée. C'est-à-dire que je sais que les gens ont souvent peur de la chavruta. Oui. Et en fait, notre expérience, c'est que lorsque les gens arrivent la première fois, ils ont peur de la faire. Et lorsqu'on on demande aux gens des feedbacks à la fin des sessions, donc les gens nous répondent sur une feuille comme ça, de façon secrète, où ils peuvent nous dire ce qu'ils ont pensé de la session. En général, les gens disent que la chavruta c'est super, c'est le moment le plus important, ils aimeraient en avoir un peu plus, parce qu'en fait elle est faite d'une façon à ce que chacun puisse lire le texte. Donc il y a le texte en hébreu-français vraiment parallèle. Ceux qui savent le lire en hébreu peuvent le lire en hébreu, ceux qui savent le déchiffrer à moitié peuvent s'aider, ceux qui veulent le lire qu'en français le lisent qu'en français. Et en fait, les gens pour la première fois, souvent, donc ça dépend de qui, mais une partie des gens pour la première fois lisent le texte eux-mêmes. Et donc lorsqu'on est en cours, forcément, lorsqu'on Noémie fait cours, les gens ont déjà une lecture et vont la proposer aussi à celle de Noémie. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est en 3 parties, quoi. Il y a l'introduction, la chavruta, et après, il y a un vrai cours. Un cours magistral, alors, pour le coup. Non, pas du tout. Mais c'est que je propose, moi, mon interprétation, mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui viennent m'écouter, j'ose pas appeler les élèves parce que c'est pas vraiment des élèves, ceux qui viennent, les étudiants, ceux qui viennent nous écouter, en fait, confrontent, vont proposer, vont nous dire, ah, mais non, mais ton interprétation ici elle marche pas, moi j'en avais une autre, et puis du coup l'idée c'est de confronter tout ça et de proposer éventuellement une interprétation, un argument, un point que moi je voulais développer, que je voulais leur rendre sensible par l'étude des textes. Ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, c'est pas du tout moi qui transmets quelque chose comme ça de façon très verticale, c'est qu'ils peuvent vérifier, et puis s'ils sont pas d'accord, ils peuvent ne pas être d'accord, mais voilà. Mais c'est pas un petit peu dangereux? Est-ce qu'on peut pas, quand quelqu'un vient s'asseoir, découvre un texte, mal le comprendre à contresens, j'imagine, quand on n'a jamais de background? Je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens déjà, et à l'honnêteté des gens, et encore une fois, quand on est en chavruta, on n'est pas en cours de halakha, on ne va pas être posé qu'à halakha pour dire c'est comme ça qu'il faut faire ou pas. Et à ce stade-là, toutes les interprétations sont possibles, il faut juste les confronter au texte. Et ça qui est bien, c'est que ce point commun-là, c'est le texte. On ne peut pas dépasser le texte. Qu'est-ce qu'on peut lui faire dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas lui faire dire. En ce sens, et le but du cours, c'est aussi d'éviter des grosses erreurs de compréhension. Donc, au final, l'enseignant est là aussi pour ça. C'est-à-dire pendant les chavrutot, on est là et on va d'une chavruta à l'autre pour voir s'il y a des questions, s'il y a des problèmes. Et pendant le cours, ça arrive effectivement que parfois des gens peuvent faire un vrai contresens, on va dire, qui ne correspond pas au texte. Dans ce cas-là, un des buts du cours, c'est d'expliquer que c'est un contresens et d'avoir d'autres lectures. Mais en général, surtout les textes de la Gemara, peuvent se lire de plusieurs façons, et c'est bien pour ça qu'on a une très très longue tradition d'interprétation de ces textes-là. On a souvent quelqu'un va dire sans le savoir la vie de Rashi, et l'autre va dire sans le savoir la vie du Ritva ou du Rashba. Ils sont souvent très contents quand on leur dit après. Ah bah j'imagine, c'est chic. Ouais. Alors ça a lieu tous les lundis soirs, c'est ça, à Jérusalem? C'est à Jérusalem, on est au 29 Pierre Koenig, on est gentiment hébergé par Pardes, une institut américaine d'études, qui nous prête leur Beth Midrash, qu'on voit sur les photos. Okay. Et en fait, ça fonctionne par session. Donc, en général, c'est tous les lundis soirs. De quelle heure à quelle heure? De 7h30 à 9h30, 10h moins quart. D'accord. On essaie de commencer à l'heure. Il y a 2 Strasbourgeois dans l'équipe, donc forcément, on a un côté un peu alsacien. Et en fait, ça fonctionne par session. En ce moment, c'est Noémie qui enseigne une session de Gemara, donc études philosophie et Talmud sur la notion de confiance. Alors, ça veut dire quoi, philosophie et Talmud sur la notion de confiance? Alors je sais que... on peut l'aborder de plein de façons. On peut sortir le mot philosophie comme ça
un peu comme un mot magique pour faire joli. On peut faire aussi de la philosophie, prendre des textes de philosophie et dire, voilà, Sartre et le Talmud, Lévinas et le Talmud, c'est pas ce que je fais. Moi, l'idée, c'est de montrer, en travaillant les textes, comment les sages eux-mêmes comprennent ces concepts-là, comment ils les travaillent, comment ils les conceptualisent. Et l'idée, c'est de réussir à sortir le concept des textes et pas de plaquer un concept sur le texte. La philosophie du Talmud. Voilà, philosophie dans le Talmud, même, je dirais. Parce que nos rabbins étaient bien philosophes avant l'heure, c'est ça ? Pas forcément même avant l'heure, après l'heure, pendant l'heure. Philosophie, c'est pas juste des grands noms, c'est un mode de pensée analytique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est les petites évolutions éthiques qu'on a quand on travaille d'abord le texte de la Bible, puis après le texte des Midrashim, puis après le texte de la Gemara. Si on est attentif en fait aux détails, on voit qu'il y a parfois derrière un changement d'un mot ou une interprétation d'un mot, il y a un monde en fait interprétatif derrière. Il y a des évolutions. Elle est passionnée, Naomi. Voilà, j'imagine que ça doit être. Elle est passionnante aussi. Ah ben, j'en doute pas une seconde. Donc là, c'est son cycle de conférences à session, comme vous dites. Il y a combien de cours sur le même thème en fait ? Alors, ça dépend. En général, c'est entre 4 et 7 cours de suite. Donc là, Naomi a fait une session de 4 cours. Demain, on commence le deuxième cours de la session, qui sera sur la confiance dans le couple, donc les sotas, c'est ça ? Sur la suspicion, ouais. Sur comment les Chachamim travaillent le concept de suspicion dans le couple et la jalousie et jusqu'où va le droit de l'époux d'interdire à son épouse de parler à d'autres hommes, la liberté de la femme dans la société, dans l'espace public. Aussi la critique de la jalousie masculine, non ça... Pardon ? La critique de la jalousie masculine par la exactement. Gemara. La critique par la Gemara de la jalousie masculine et, si vous voulez, comment les Chachamim vont la borner pour dire, voilà, ici elle est légitime, ici elle n'est pas légitime, et on va essayer de sortir la jalousie du côté passion pour la faire venir du côté des raisons objectives qui peuvent justifier éventuellement une jalousie. Ça a l'air très intéressant. Donc, et le thème d'après, c'est quoi ? Le thème d'après, ce sera sur un truc qu'on voit tout le temps, les gens qui ne peuvent pas manger chez vous parce que c'est pas assez cachère ou quoi. Et sur ça, il y a tout plein de textes dans la tradition, notamment dans Demaï, sur les limites, si vous voulez, de la communauté avec qui on peut manger en fait, avec qui on peut manger, à quel moment on peut faire confiance à l'autre sur le fait qu'il prélève le maaser, sur le fait qu'il prélève toutes ces choses, sur le fait qu'il mange cachère tout simplement, tout ça sera sur le cours d'après. La confiance dans la relation interpersonnelle. Voilà, les relations sociales, relations interpersonnelles et en fait une vision un peu non réaliste, je dirais. Moi, c'est ce que je veux développer, une vision non réaliste en fait. De ces questions-là. Alors, quand on vous entend, on se rend compte que ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, une étude sur texte. On touche à des sujets essentiels qui concernent tout à chacun, et c'est ça qui fait que c'est très différent d'un autre Beth Midrash, à mon avis. Et c'est ce que vous avez On croit que la Torah a beaucoup de choses à nous dire. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on l'étudie. J'imagine que c'est ce que vous auriez peut-être voulu trouver lorsque vous étiez... En français. Je l'ai trouvé en hébreu sans problème, mais en français, parce que forcément, il y a quand même un fossé culturel lorsqu'on arrive en Israël au début. Et je pense aussi qu'il y a quand même une approche française. C'est peut-être une French touch comme ça on peut aborder les textes avec une façon un peu différente qu'on le faire les Israéliens. Donc ça aussi c'est important. Et donc ça c'est le thème de Noémie, mais on a des thèmes vraiment très différents aussi. C'est-à-dire c'est pas que de la Gemara. La session qui sera juste après, c'est Inon Vigoda qui va la diriger, un jeune et brillant docteur en philosophie à l'université hébraïque de Jérusalem. Il va justement parler de philosophie juive contemporaine. Donc on va voir à la fois les grands penseurs sionistes, je pense qu'on les connaît très mal aussi, et pourtant ils ont beaucoup influencé la société israélienne telle qu'on la vit aujourd'hui. On va voir aussi les penseurs de texte, sur texte, c'est-à-dire les gens qui ont repensé le texte, comme Lévinas, comme Yankelevitch, et encore d'autres penseurs intéressants. Donc c'est une autre approche. Et moi justement j'enseignais une série donc sur l'âge d'or espagnol, où là aussi c'était des textes du Moyen-Âge passionnants sur la poésie. On a eu une séance sur la poésie. J'avoue que j'adorais préparer ce cours-là. Je pense qu'on n'a pas l'habitude dans un Beth Midrash d'étudier la poésie des sages sfarades. Or elle est très très profonde et très philosophique. Très profonde, les piotim. Et aussi magnifique. Donc c'était aussi un des cours qu'on a eu. Ok, donc on voit que c'est très, on va dire, riche, différent. Il y en a un peu pour tous les goûts. Chacun peut trouver son bonheur chez Tashma. Voilà, ce cercle d'études, je vais dire nouvelle vague. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais moi je trouve ça un peu sympa de dire ça comme ça. Ça vous correspond bien. Peut-être. Pourtant, il y a l'impression de ne pas être si novateur que ça en réalité, de peut-être revenir à quelque chose de plus simple, de plus authentique, sans aucune. Le Rav Kook a une jolie phrase où il dit Ayashan Mitradesh, c'est-à-dire l'ancien se renouvelle. À mon avis, c'est un peu cette idée-là. C'est quelque chose d'une tradition qui est en renouveau perpétuel. C'est
ce à quoi on croit. Voilà, vous avez aussi bien sûr des éléments ponctuels. Je crois que le 11 février, vous recevez une brillante universitaire qui va parler d'un thème. À mon avis, ça va déménager, je pense. Loi civile et loi religieuse à l'époque moderne. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Beaucoup de sujets de société vont être mis sur la table, à mon avis. Alors, on va accueillir le docteur Evelyne Grossoliel. Et donc, c'est son thème de spécialité. Je pense effectivement que ça va être passionnant. Et là, ça sera plus sur un mode, on va dire, conférence. Donc, c'est un événement ponctuel. Les gens qui peuvent pas suivre une session entière peuvent venir aux événements ponctuels. Et en fait, au passage, peuvent aussi venir au cours de façon ponctuelle, même si c'est mieux d'avoir la session entière, mais c'est aussi possible de venir. On peut venir quand on veut. Les cours sont pensés pour être indépendants l'un de l'autre. Il y a une logique dans la session, mais chaque cours est indépendant. Pas Alors, on demande une participation libre. Il y a une boîte à l'entrée où les gens mettent un don. On demande vraiment pas grand-chose, 20 shekels. Et si les gens veulent mettre plus, ils peuvent. On vérifie pas. Si les gens ne peuvent pas payer, ils sont aussi invités. Ils sont aussi les bienvenus. Donc on répète, bien sûr, on répète l'adresse 29 Pierre Koenig à Jérusalem de 19h30 à 21h30. Il y a aussi des programmes d'été pour ceux. Alors là, c'est plutôt pour les jeunes, pour les étudiants jeunes. Pour les jeunes, mais c'est ce qu'on a eu l'année dernière. C'est pas que pour eux. On n'est pas fermé à des gens. C'est vrai que pour l'été. C'est pour tout le monde, mais bon, disons pendant l'été. Oui, pendant l'été, c'est-à-dire que pendant l'année, on a vraiment un public varié au niveau des âges, au niveau du background. Pendant l'été, par la force des choses, on a un public, on va dire 25-35 ans. Et donc on refait ça cette année. On vit surtout des gens qui habitent en France parce que donc il va venir 3 semaines intensives. Ils viennent étudier à Jérusalem. Ça se passe à Pardes. Il y a quelques cours avec le programme américain de Pardes. Le reste est en français. Et voilà, donc c'est l'occasion. Tous les matins Gemara, philosophie juive, pensée juive, un petit oulim aussi quand même. Ok, alors si vous avez envie de les rejoindre cet été, c'est aussi possible. Est-ce que vous avez une page Facebook ? On a une page Facebook, Tashma, Beth Midrash Indépendant. Voilà, donc ça c'est Beth Midrash Indépendant, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. En tout cas, nous on était très contents de vous avoir reçus. Je pense que j'engage tout le monde à aller un peu dépoussiérer les idées reçues avec ces jeunes philosophes, on va dire ça comme ça, mais aussi très pointus dans tout ce qui est études juives. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. J'espère que ça va faire des petits, peut-être dans d'autres villes. Je sais qu'à Tel Aviv, on nous demande de venir enseigner à Tel Aviv. Voilà, on nous demande, on aimerait le faire, mais pour l'instant, c'est quand même assez compliqué de se disperser entre plusieurs endroits. On développe beaucoup le Beth Midrash à Jérusalem. En même temps, Tel Aviv n'est pas si loin. Les Tel Avivim peuvent venir étudier à Jérusalem, c'est aussi possible. Ouais, mais l'idée, en fait, quand on enseigne, c'est que quand les élèves, les étudiants partent avec leurs feuilles sources, c'est qu'ensuite, éventuellement, dans l'espoir que ça crée comme ça des espaces peut-être privés, même chez eux, des gens veulent créer des cercles d'études à Paris, à Jérusalem. L'idée, c'est de donner l'indépendance dans l'étude. La feuille source peut être utilisée par tout le monde. Vous n'avez pas parlé de la feuille source. Elle est très importante. La feuille source, c'est le cœur. C'est quoi la feuille source? À mes yeux, c'est le bijou de Tashma. Moi, je suis très fier de nos feuilles sources. Alors, il faut me parler des choses très importantes. J'aurais dû vous en emmener une. En fait, on travaille beaucoup nos feuilles sources justement pour que l'étude soit accessible. C'est quoi les feuilles sources? C'est-à-dire que, donc, par exemple, si je prends le cours de Noémie, elle a 5 ou 6 sources principales, avec peut-être 2 ou 3 d'introduction dont elle va parler elle-même, et après les 2 sources principales où on a le texte de la Gemara avec le texte en français à côté, vraiment en parallèle, des questions directrices qui aident à comprendre en fait les enjeux du texte, qui sont pas forcément perceptibles par quelqu'un qui connaît pas l'ensemble de la Sougia, etc. Et donc en fait, à mes yeux, les feuilles sont très très pédagogiques. Précieuses, on a beaucoup travaillé leur méthode. Elle a pas mal évolué en 3 ans. Gabrielle m'a appris à utiliser Word, je confesse. C'est ça qui est passionnant chez Noémie, c'est qu'elle peut discuter de Nietzsche des heures et elle peut analyser une Gemara, mais Word c'était une découverte. Difficile. C'est bien, ça nous la rend encore plus proche. C'est formidable. Merci beaucoup de vous avoir, de vous être rendu ici au Studio Kalita pour nous parler de Tashma. On vous souhaite longue vie à cette association et on espère que les participants seront de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiokalita.com.